Quand on parle d'économie, en général, on pense à ses propres petits deniers. Et puis, en général, on va penser croissance, PIB, parfois néolibéral, pour ceux qui sont les plus adeptes du sujet. Et puis, on peut penser destruction de l'environnement aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Timothée Parric, qui est un économiste, qui a écrit un livre qui s'appelle Ralentir ou périr, qui a gagné le prix de l'essai écolo à l'Obs. Et avec lui, on va parler de décroissance, du lien entre l'économie et l'écologie. En fait, c'est quoi l'économie écologique ? Est-ce que c'est juste un concept ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est même possible ? Comment on peut envisager un modèle qui soit différent d'une économie dans laquelle on détruirait l'environnement pour pouvoir grandir et pour pouvoir surtout avoir une qualité de vie qui soit au niveau de celle qu'on a aujourd'hui ? Et vous allez voir, la discussion, elle est hyper intéressante parce que vraiment, moi, j'ai des tonnes de questions sur ce sujet. Elle est d'ailleurs un tout petit peu longue. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Timothée. Bien le bonjour. Comment tu vas ? Très bien. En ce petit dimanche matin. un petit podcast du dimanche. Parfait. Petit podcast du dimanche. Voilà, comme ça, vous savez ce qu'on fait le dimanche matin. On fait des podcasts. on est quand même vachement dédié à la cause. On est très dédié à la cause. On dira pas l'heure qu'il est pour laisser les gens imaginer qu'il est peut-être 6h du mat et qu'on enregistre comme ça à la fraîche. Il est peut-être 6h du matin. On sait pas. C'est l'urgence climatique, qu'est-ce que tu veux. Pour toi... En fait, peut-être la première question, c'est est-ce que tu t'es intéressé à l'économie parce que tu te disais, mais comment c'est possible que ce système fonctionne encore dans ce sens-là ? Ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est en t'intéressant à l'économie, tu t'es dit, mais c'est quand même pas possible que ça fonctionne comme ça ? Ouais, c'était plutôt l'option 2. Je suis tombé dans l'économie un petit peu par hasard. Et c'est quand le deuxième par hasard, c'est quand je suis tombé dans l'écologie aussi, mais... J'ai fait un Erasmus, j'ai pris des cours sur la science climatique, donc ce qu'on appelle les sciences de la soutenabilité. Donc tu fais un petit peu de glaciologie, de biologie, de climatologie. Et là, j'ai connecté les deux. Je me suis dit, waouh, il y a un problème là. Il y a un problème parce que je me suis rendu compte que déjà en économie, on n'avait jamais parlé d'écologie. Et surtout, je me suis rendu compte que tous les problèmes qu'on étudiait en sciences de la soutenabilité, donc l'effondrement des espèces, la mort des sols, le dérèglement climatique, tous ces trucs-là, et ben en fait, moi, je savais d'où ça venait. Tu sais que c'est un petit peu... t'arrives chez toi et tout a été détruit, et toi, tu sais comment ça s'est passé, quoi. Tu sais qui a fait le crime. Donc t'es là, tu fais « Oh putain, merde, je sais qui c'est. » C'était l'économie. Pour toi, l'économie et l'écologie, ça s'oppose parce que historiquement, on dit écologie, économie, donc les racines des mots sont les mêmes. Tu sais, on dit donc l'écologie, c'est le discours sur la nature, économie, la gestion de discours sur la maison et gestion de la maison. Donc, on a tendance à penser que ça s'oppose pas. Pour toi, ça s'oppose ou est-ce que c'est le système ou le fait qu'on soit allé dans un système hyper capitaliste qui s'oppose ? Alors, je pense que l'économie ne peut être en harmonie avec l'écologie si on a ce qu'on appelle un encastrement. C'est-à-dire que si l'économie, en fait, respecte la vitesse de croisière, la capacité de charge, les règles, les lois du vivant et du monde en général, donc les lois biologiques et les lois physiques. Si, en fait, l'économie, elle reste à sa place, là, bon, il n'y a pas forcément d'incompatibilité. Enfin, après tout, les humains, on est des animaux. Et on utilise des matériaux, des ressources qui existent indépendamment de nous-mêmes. Et donc, la disponibilité de ces ressources dépend de règles plus générales. Voilà, quand tu vas pêcher un poisson, c'est pas toi qui as décidé de coder l'existence même du poisson. Le poisson existe dans une pêcherie qui elle-même fait partie d'un écosystème complexe, qui elle-même est encastrée dans un océan qui communique avec le climat, et tout ça. Et alors, si en fait, tu arrives avec ta logique économique et te dire ah ben moi je suis là pour, je sais pas, on va dire maximiser les profits, vu que mes profits ça dépend du volume de vente de poissons, ah ben écoute je vais tous les pêcher. Oui. Là t'atteins une incompatibilité et moi j'aime toujours ramener ça un petit peu à la vitesse. De dire en fait la nature elle a des rythmes de croisière, il y a une limitation de vitesse, le petit 110 km/h de la nature. Et l'économie en fait, la manière dont on la pense aujourd'hui, on se dit vitesse illimitée, pas de souci. C'est genre l'autoroute en Allemagne. C'est ça le capitalisme. YOLO, on y va. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que une économie
en surchauffe écologique, elle va pas survivre pendant longtemps. De la même manière que dans notre corps humain, tu vois, même un organe en super forme, je sais pas, si on cherchait juste à maximiser notre estomac ou ton foie ou quoi, va pas survivre si le reste du corps est en dégradation. Qu'est-ce que tu penses du concept d'écosophie ? Écosophie, je sais pas exactement à quoi ça réfère. C'est la sagesse de la nature, de la sagesse de la maison. En fait, d'un côté, t'as donc le discours, la gestion, et de l'autre côté, t'as la sagesse. Et en fait, l'écosophie, c'est un concept qui est né dans les années 70, par un ou une d'ailleurs, je sais plus, suédois ou suédoise, du coup, en fonction du genre. Je me souviens plus, c'est Arne. En fait, le nom est, je pense que c'est un homme, c'est Arne. Ah, c'est Arnenes Ouais, exactement. Ah, ok. Tu vois que c'est? Et alors, il me semble qu'il était norvégien. Ah, t'as raison, c'est Norvège. Ouais. Putain. Ok. J'ai fait la référence avec la Suède parce que voilà, mais... Ah oui, bon, Arnenes. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours pris des positions un petit peu prudentes vis-à-vis d'Arnenes et de l'écologie profonde. Parce que, en tant qu'économiste, on reste quand même assez enfermé dans un autre anthropocentrisme. C'est-à-dire que l'économie, tu l'as dit, c'est l'administration des besoins des humains. Et donc, de cette manière, on a un peu tendance tout le temps à traiter la nature comme un instrument, un truc où on va utiliser des ressources pour notre propre bénéfice. Et c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'une certaine sagesse qui va venir développer. Moi, dans mon livre, j'avais développé le concept de sympathie écologique après Aldo Leopold. Donc un philosophe qui lui était américain. Voilà, c'est dimanche matin, c'est normal qu'on peut pas avoir l'exactitude des noms et nationalités de tout le monde. Donc voilà, Aldo Leopold, s'il n'est pas américain, je m'excuse pour ceux qui le connaissent. Mais de se dire, je pense que ça fait partie... C'est une qualité d'arriver à projeter la sympathie qu'on a entre les humains à des non-humains. Que ça soit un petit bébé panda, ça c'est assez facile. Oui. Mais que ça soit une forêt, une rivière, une montagne, un moustique, là c'est très très dur. C'est très très dur. Un moustique, une tique, des punaises de lit, toutes ces jolies créatures que l'on essaye vraiment de sauver. Complètement. D'ailleurs, quand t'as des moustiques chez toi, tu ne fais que les sauver. C'est le seul moment où tu te dis, putain, pourquoi est-ce qu'on combat la perte de biodiversité déjà? C'était quoi la raison? Donc, ces philosophies, je pense qu'elles peuvent nous aider à échapper à ce que certains appellent l'économisme, se laisser un petit peu enfermer dans cette logique administrative où en fait on oublie que nous faisons partie d'une communauté de vivants beaucoup plus large. Et moi ça m'avait beaucoup inspiré quand j'avais fait des cours d'anthropologie environnementale de découvrir en fait qu'au fil des millénaires, les sociétés qui avaient réussi à perdurer pendant le temps le plus long sans s'effondrer, donc vraiment les exemples humain de soutenabilité dans sa définition la plus directe, c'était des communautés qui avaient créé, en fait, pas des taxes. C'est pas des gens qui avaient des taxes dès que tu butes une grenouille, ou une amende ou quoi. Non, c'était des gens qui avaient créé des récits, en fait, autour du sacré, qui avaient personnifié, par exemple, la forêt. Et de se dire, voilà, la forêt est une personne qui vit avec nous, qui nous permet de vivre. Alors, si vous avez regardé Avatar, donc ça pas besoin de lire l'anthropologie environnementale, vous avez vu Avatar, on voit un petit peu de quoi on parle, donc ce contact de considérer la nature comme une personne et donc d'avoir une certaine sympathie, un sens de protection, ce qui t'empêche en fait de faire un truc. Le jour où tu te dis, bah tiens, si on coupait la forêt pour faire des tables Ikea, et ben là d'un coup tu fais, bah non, de la même manière que tu vois, tu vas pas te dire, bah moi je vais prendre mon meilleur pote et il va me servir des cafés pour le reste de ma vie ou il va venir nettoyer mon appart. Enfin ça serait utile, moi j'aimerais bien que quelqu'un nettoie mon appart, mais j'oserais jamais demander ça à mes potes. À Thomas peut-être. Thomas Wagner, si tu nous écoutes, voilà, je ne suis pas là le mercredi après-midi. Donc tu vois, tes amis, tu as un sens de la sympathie, tu les protèges, et donc si on faisait rentrer la nature dans le cercle social de nos amis et de nos amours, et ben peut-être qu'on arriverait à mieux la protéger. Du coup, parce que effectivement, il y a plein de trucs que tu dis qui résonnent. D'abord, la référence au corps humain. Moi, je fais souvent cette référence parce que souvent les gens comprennent pas l'histoire des 3 degrés ou l'histoire de l'écosystème. Tu vois, quand tu dis on évolue dans un écosystème, les gens ils ont du mal à saisir. Et du coup, je fais regarde, des 3 degrés, toi t'es à 37 degrés.
tu montes à 40, au bout d'une semaine, t'es mort. Tu vois, dans un écosystème, en fait, ça ne fonctionne pas. Et pareil, je prends l'exemple du corps humain. Alors, ça peut être le stress. Moi, je prends souvent l'exemple du stress en disant, si t'es stressé, pendant toute une période, tu peux dormir pour te récupérer. Mais si, au bout d'un moment, quand tu pousses le stress, tu vas générer un cancer. Et là, tu peux toujours dormir. Ça va pas marcher, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc. Donc, j'aime bien cet exemple-là du corps humain parce que je trouve que c'est un écosystème auquel on arrive à se référer tous et toutes parce qu'on en a un en général. Enfin, même pas en général, hein, de manière systématique après. C'est dimanche matin, effectivement. Et l'autre truc que tu as dit que je trouve intéressant, c'est sur l'effondrement. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'effondrement. Il y a même du catastrophisme. Mais toi, ce que tu expliques, c'est que c'est pas la planète qui s'effondre, c'est pas les humains qui s'effondrent, c'est une société qui s'effondre. C'est ça que tu dis ? Alors après, à voir jusqu'où on pousse. Hein, mais... Ouais, Aujourd'hui, on a des sociétés qui nécessitent de l'énergie, des matériaux, des services écosystémiques pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Si on est en surchauffe écologique, ça veut dire qu'on va venir dégrader en fait la capacité de ces écosystèmes à fonctionner et donc en partie à nous donner des services et des ressources. Et c'est là où l'effondrement écologique en fait devient effondrement économique. On le voit bien, ça peut être une pénurie d'eau ou une vague de chaleur liée au changement climatique. Donc là, c'est un phénomène écologique qui va créer plein de désagréments humains et qui va en fait compliquer la satisfaction des besoins. C'est ça, la véritable crise économique, c'est pas le PIB négatif, c'est pas une entreprise qui s'effondre, c'est pas ton compte en banque qui se fait lessiver, c'est à l'échelle macroéconomique, c'est que ça devient plus difficile de satisfaire des besoins. Ça, c'est la véritable crise économique. Et donc, on voit aujourd'hui que quand on a une abondance écologique, c'est-à-dire des écosystèmes qui marchent bien, qui sont respectés en termes de vitesse de fonctionnement, donc qui sont en bonne santé et vont pas s'effondrer, ils sont résilients. C'est-à-dire que de la même manière que voilà, s'il y a un petit coup, il peut se reconstruire. S'il y a une espèce qui s'effondre ou je sais pas quoi, l'écosystème il peut rebondir, il va pas complètement se mettre à plat. Et cette résilience écologique, elle donne une résilience économique. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre tu sais, cette phrase qu'on a entendue il y a pas longtemps du patron de Total qui dit vous êtes pas dans la vraie vie. En particulier venant d'un économiste, c'est intéressant parce qu'il dit ça à Jean Jouzel, donc qui n'est pas économiste. Et je serais curieux d'avoir la réponse de l'économiste. Alors oui, les économistes ont toujours eu cette arrogance en fait d'imposer leur version de la réalité à tout le monde. Les sociologues appellent ça la supériorité des économistes. D'ailleurs, les sciences économiques, c'est la seule science sociale qui a un soi-disant Nobel, qui n'est pas un vrai prix Nobel, qui est en fait le prix de la banque suédoise en mémoire d'Alfred Nobel. Donc c'est un prix privé avec le nom Nobel dessus, c'est pas comme les vrais prix Nobel. Mais donc ça leur a donné un petit peu confiance. Et donc ils ont tendance à se dire, ouais non mais là par exemple, on ne peut pas réduire les gaz à effet de serre parce que c'est trop cher. Ça ferait baisser, je sais pas, la croissance. Là, on voit qu'il y a un véritable clash où cette soi-disant réalité économique, qu'il faut maintenir un certain niveau de revenu national, va à l'encontre d'une réalité qui est beaucoup plus large. Enfin, moi, j'imagine Jean Jouzel, le pauvre. Enfin, le climat enrobe l'économie. Dans un monde à plus 2, 3, 4 degrés, il n'y a pas d'économie. Donc c'était comme William Nordos, un économiste qui disait oui, c'est pas optimal en fait d'agir pour lutter contre le changement climatique aujourd'hui. On peut se permettre de prendre quelques degrés, ça c'est optimal en termes de coûts. Mais là on voit la règle des coûts, ça c'est les règles de monopoly à l'intérieur des sociétés humaines. Alors que le changement climatique c'est quelque chose qui le dépasse complètement. Donc moi je prends complètement en tant qu'économiste le côté de Jean Jouzel et de dire c'est exactement ce réalisme économique des sociétés capitalistes représentées parfaitement par Patrick Pouyanné aujourd'hui qui est en train de détruire la planète. Et donc c'est ce réalisme qu'il va falloir déconstruire en se rendant compte que dans des sociétés humaines, de toute manière, nous construisons notre propre définition du réel. Donc c'est pas, il y en a... Mais je pense quand même que le récit qui dit que la nature, il y a une nature qui existe en dehors de notre définition de la réalité. Et si vous voulez faire l'expérience vous-même, essayez de ne pas manger pendant plusieurs jours. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, bon, ça va pas marcher, ou arrêter de boire, ou voilà. Donc il y a quand même une réalité biophysique qu'on ne peut pas dépasser. Pareil, les lois de la pesanteur, bon,
Vous pouvez tenter d'y penser très fort et essayer de voir si vous arrivez à l'éviter aujourd'hui. Ensuite, un immeuble, par exemple. Même si vous êtes milliardaire, ça risque de pas marcher. Donc si, en fait, on a ces règles qui régissent l'intégralité du vivant, du monde physique et donc de l'économie, ceux qui, comme Patrick Pouyanné, disent que on a des règles plus importantes, des lois économiques qu'il faudrait respecter, qui seraient au-dessus des lois de la thermodynamique, au-dessus des lois de l'évolution biologique, c'est un excès d'arrogance. Ouais, on peut se dire ça. Ça me fait penser à cette phrase, je sais pas si tu l'as entendu, du porte-parole du gouvernement qui disait on peut pas créer de la dette pour lutter contre la problématique écologique, ou en tout cas on peut pas trop créer de la dette parce que ça serait criminel d'endetter les générations futures. Oui, alors le dérèglement climatique est la dette ultime. T'imagines, ce qu'on lègue aux générations futures, c'est un monde réchauffé, plein d'événements climatiques extrêmes, sans eau, sans espèces, sans sol fertile. Donc, c'est marrant de se dire, oui, mais écoutez, au moins, ils auront des euros. Je veux dire, ils sont contents. Ils pourront les manger. Ou essayer de les brûler pour se tenir au chaud l'hiver. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un inversement on devrait avoir des priorités complètement inverses. L'argent, c'est des billets de Monopoly. En l'état actuel, ça sert à rien. Enfin, on a vu que la Banque Centrale Européenne, depuis 2015, quand même, a créé des milliers de milliards donc, à travers ses politiques d'assouplissement quantitatif. Donc on a quand même une certaine capacité historique à annuler des dettes, à injecter de la monnaie, à créer des nouvelles monnaies, enfin les plus de 80 monnaies complémentaires qu'on a en France qui n'existaient pas avant. Donc la monnaie, on voit vraiment que c'est plastique, c'est une institution sociale. Alors que par contre, si tu vis dans un monde à 4 degrés, tu vis dans un monde à 4 degrés. Donc, et même les économistes qui viennent calculer un petit peu les coûts, enfin là, quand tu regardes, je sais pas, le coût d'une inondation, quand t'as un barrage qui craque, comme on a vu en Libye, ou un tremblement de terre, enfin imagine, ou le coût même d'une pandémie, toutes ces choses-là qui peuvent être liées de manière plus ou moins directe à la dégradation des écosystèmes. Donc là, de se focaliser vraiment sur le tableau Excel, de se dire ah bah non mais il faut vraiment faire attention d'avoir une certaine rigueur budgétaire et d'utiliser ça comme un discours de l'inaction climatique, je pense qu'un jour ça sera considéré comme un discours criminel. C'est ça. Et en même temps, tu parlais tout à l'heure de récits, on n'envisage pas d'autres récits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de décroissance, on imagine souvent les problématiques de l'emploi. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas parler avec des patrons de boîte, ils vont te dire bah oui mais du coup, comment on fait pour les emplois, pour le bien-être de tout le monde. Et on a tendance du coup à opposer décroissance et bien-être. Qu'est-ce que toi tu réponds à ce genre de questions, ou en tout cas de points de vue? J'ai toujours trouvé ça surprenant qu'on considère l'emploi comme quelque chose de positif. Donc là, par exemple, l'autre jour, au Salon Pro Durable, je débattais avec la PDG d'une entreprise d'eau minérale belge et quelqu'un lui posait, donc la modératrice lui demandait quel est l'impact positif, parce qu'elle avait dit oui, mais nous on a peut-être un impact écologique négatif, mais on a un impact social positif. Et la modératrice, qui était, je pense, assez sceptique sur l'existence de l'eau en bouteille, lui demandait mais c'est quoi l'impact positif? Et je ne ferai pas d'imitation d'accent belge, je te vois me regarder non, là comme on va ça. pas là-dedans. Et donc là, cette PDG qui était dans une situation difficile, elle dit oui, écoutez, on a des emplois. Et moi, en tant que scientifique du social, c'est ultra bizarre. C'est-à-dire que c'est John Maynard Keynes qui disait si tu veux atteindre le plein emploi, tu payes la moitié de la population à creuser des trous, l'autre moitié à les reboucher. Et c'est fait, quoi. Enfin, on voit vraiment que l'emploi, c'est une catégorie intermédiaire. Le travail, c'est que tu as un besoin insatisfait, tu vas mobiliser des ressources naturelles et humaines pour créer une capacité productive qui va te permettre de satisfaire ce besoin. Donc l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui est dépendant à la satisfaction du besoin. Et aujourd'hui, on a presque oublié ça, et tu as des entreprises, notamment publicitaires, qui disent non mais nous, regardez, on crée énormément d'emplois. J'ai oui, une autre façon de dire la même chose, c'est pour une activité inutile, voire néfaste, la publicité, vous monopolisez le temps de cerveau de personnes très créatives qui sortent d'écoles et d'universités, et vous gâchez leur temps pour, je sais pas, vendre des frites ou je sais pas quelle pub, alors que ces personnes-là pourraient faire quelque chose de bien plus utile à la société,
ou de bien plus utile à eux-mêmes s'ils avaient ce temps qui était disponible. Donc l'emploi, on peut le voir vraiment dans un prisme beaucoup plus contextuel, de se dire ça dépend de l'utilité sociale de l'activité productive. Donc moi, si par exemple aujourd'hui on arrivait à se débarrasser de la publicité, les entreprises, et c'est leur argument, diraient oui mais regardez, qu'est-ce qu'on fait, on vire tout le monde. Là en fait c'est un petit peu un chantage de se dire oui, ils vont tous tomber dans la pauvreté si on les emploie pas, personne ne les emploiera, mais c'est faux. Ces personnes, c'est des personnes qui sont allées en école, c'est des personnes créatives. Il faut juste qu'on trouve un moyen de faire cette transition pour pas qu'ils se retrouvent sur la paille comme ça. Mais on ne peut pas justifier de se dire oui, écoutez, oui, non, mais on doit continuer à faire de la pub pour les 4x4 parce que vous comprenez, sinon ces personnes se retrouveraient sans emploi, ils iraient sûrement faire la manche dehors. Enfin, on voit de toute façon cet argument, il tient pas la route. Il tient pas la route du tout. Et si on prend tout ce qu'une économie produit et on essaye d'appliquer ce prisme un petit peu de l'essentiel et de l'inessentiel, alors ça paraît difficile et quand on dit ça, les gens se disent toujours oui, mais qui décide ? On l'a fait pendant la pandémie. Il y avait des grandes divisions qui ont été faites légalement et informellement entre l'essentiel et l'inessentiel. On a chacun pris des décisions individuelles de se dire est-ce qu'aujourd'hui mon travail vaut la peine que je mette des personnes dans une situation de risque de contagion. Je pense que les gens qui faisaient de la publicité ou qui étaient des financiers qui travaillaient dans des banques à la défense, j'ose espérer qu'ils sont restés chez eux. Alors que si les infirmières, les pompiers, les agricultrices et tout ce que tu veux, les éboueurs, ils sont allés bosser. Donc cette division, elle existe. Le capitalisme essaie de nous convaincre qu'elle n'existe pas et que en fait l'utilité d'un emploi se mesure en proportion du revenu que tu reçois. Mais moi, j'avais fait ce petit calcul dans le livre qui est pas complètement exact, mais l'idée est là, c'est-à-dire que en termes de coût, l'intégralité de tous les éboueurs de France, c'est à peu près le coût de notre équipe de France de football. Si tu devais choisir pendant 1 an, tu préférais ne plus avoir d'éboueurs et devoir t'occuper de tes poubelles toi-même, ou de pas avoir d'équipe de foot professionnelle. Tu pourrais avoir une équipe de foot amateur, mais pas de foot professionnel. Bon, je pense que la plupart des gens, quand même, ils arriveraient à faire la différence entre l'essentiel et l'inessentiel. Mais par contre, les joueurs de foot, pour filer la métaphore, ils envoient du... Ils créent, enfin, j'en sais rien, moi j'aime pas le foot, donc je suis certainement pas le meilleur avocat pour le foot, mais enfin, ils créent du rêve, ils te permettent ils créent du divertissement, ils te permettent de sortir de la torpeur de la vie quotidienne, tu vois, ils amènent quelque chose. Je suis pas en train de justifier les salaires des footballeurs, hein, mais c'est juste pour l'argument, en fait. Après, est-ce qu'ils pourraient pas faire la même chose dans un cadre économique où ils sont pas payés les salaires mirobolants qu'ils ont aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'on pourrait pas avoir plus de ces choses-là? Parce que je suis d'accord, c'est ça vraiment qui est important, si on avait beaucoup plus de temps libre. Parce que si on défile un petit peu l'argument, de se dire aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir se permettre de vivre à Paris, il faut pouvoir payer un loyer exorbitant, parce que la plupart des appartements parisiens sont possédés par une minorité possédante. Et donc, qui a spéculé sur les prix de l'immobilier et qui les utilise donc comme source de revenus. Donc, pour vivre à Paris, tu dois forcément choisir une carrière professionnelle très lucrative. Donc, tu vas pas être coach volontaire ou gérer la chorale de la rue ou lancer un parti politique ou une monnaie complémentaire. Non, clairement. Tu vas aller travailler dans une banque, tu vas faire de la publicité, tu vas faire énormément de trucs qui, macroéconomiquement, en termes de satisfaction des besoins, sont pas très utiles, mais toi, au moins, ça va te sécuriser dans ton pouvoir d'achat. Là, dans une économie où, justement, on arrive à partager un petit peu mieux l'accès à des infrastructures clés, dont le logement, ce qui fait que ça dégonfle un petit peu le prix, ce qui fait que ça te permet d'avoir la même qualité de vie tout en ayant un pouvoir d'achat plus faible. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux te permettre d'un coup non seulement de changer de carrière, si vous nous écoutez et que voilà, vous êtes ingénieur pour une grande marque automobile et qu'on vous force à, je sais pas, travailler sur des 4x4, des trucs, vous avez pas envie de faire ça, ou faire de l'obsolescence programmée, si vous avez une certaine sécurité économique, dire voilà, moi je fais pas ça, je me casse et je vais travailler sur des trucs qui ont de l'importance. Ou vous pouvez vous permettre aussi de faire varier votre temps de travail, dire voilà, moi là j'ai envie de fonder une famille et j'ai envie de prendre du temps, j'ai envie de prendre quelques années. Tiens, là j'ai envie d'écrire un livre, là j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie de faire ces choses-là. La plupart des choses que les gens aujourd'hui ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas le temps libre, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter leur propre temps libre.
parce que leur temps libre, d'une certaine manière, est pris otage d'une société où, pour pouvoir juste simplement vivre, il faut déjà monétiser l'intégralité de ton temps de travail pour le vendre donc sur le marché du travail. Donc moi, dans ce sens-là, quand on remet dans le contexte de décroissance et bien-être, il y a quand même pas mal de petites lumières qu'on entrevoit à la fin du tunnel, de se dire, une société en fait où on a simplifié les besoins et où on a créé des mécanismes de partage qu'on n'avait pas avant. On l'a fait avec la sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale, ça n'existait pas avant, on l'a créé. Donc là, on peut très bien imaginer des évolutions comme Benoît Boritz parle de la sécurité économique, hein, essayer de penser un petit peu l'étape d'après. Vincent Liget parle de la dotation inconditionnelle d'autonomie, ça peut être plein de systèmes différents, qui pourraient sécuriser la qualité de vie tout en donnant un petit peu de flexibilité pour que les gens aujourd'hui puissent avoir un élan d'autonomie pour faire des choses que l'on n'a pas fait avant. C'est ça aussi pour moi la transition écologique, c'est si l'on admet en fait qu'il va falloir changer le système et inventer des nouvelles choses, c'est que c'est un défi d'innovation. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire certaines choses, mais il va falloir inventer une nouvelle manière de vivre. Il faut qu'on se donne le temps de l'inventer, ce truc-là. Et ce temps de l'inventer, on l'aura pas si on est tous à avoir 2 boulots et à bosser des heures pas possibles. C'est clair, c'est un peu la logique en même temps. Enfin, je suis pas en train de parler de complot, mais c'est un peu la logique du système, c'est-à-dire qu'il auto-fonctionne. Puisque l'économie c'est une science sociale, donc c'est une science molle entre guillemets. On déteste ce mot, mais c'est quand même le mot, c'est hyper significatif d'ailleurs quand on dit ce mot. Comment ça se fait que les économistes, de manière assez générale, soient pas décroissants? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous cette logique, cette croyance que l'économie, je pense, je sais plus comment s'appelle l'économiste de France Inter le matin, est hyper libéral. Il est pas du tout dans cette logique en fait. Et la majorité des économistes, en réalité, sont pas vraiment dans cette logique. Je suis assez surpris. Hier, pareil, on débattait au Monde avec plusieurs économistes sur le rôle des économistes aujourd'hui en société, et c'était l'une des questions. Et même les autres économistes étaient surpris de me voir sur le panel, parce que la plupart n'avaient jamais vraiment entendu parler de décroissance ou d'économie écologique. Et en fait, il y a une véritable standardisation de la façon de penser en économie, parce que les sciences économiques, c'est vaste, hein. Il y a au moins 7 écoles de pensée, ça peut être l'économie autrichienne, institutionnelle, post-keynésienne, marxiste, féministe, écologique, il y en a plein, et néoclassique, mais très souvent, en fait, les économistes qu'on entend à la radio ou à la télé représentent juste une chapelle, une des 7. L'économie néoclassique, et une économie néoclassique très souvent à tendance pro-capitaliste, pro-croissance, pro-libérale. Donc ça représente aussi, c'est un petit peu comme si t'allais dans un zoo et t'avais que des grenouilles. C'est niveau de diversité, c'est pas ouf. Donc là, moi ce que j'aimerais bien, alors qu'il y a des économistes qui ont développé des cadres, enfin l'économie écologique, c'est né dans les années 1980. Donc t'imagines, depuis 1980, t'as des économistes qui travaillent avec des hypothèses dont on a parlé avant, de se dire moi je vais faire des fonctions de production, je vais évaluer la capacité d'une économie à extraire des ressources, mais toujours avec une réalité biophysique derrière, et donc des hypothèses de ce qu'on appelle l'économie stationnaire, d'accroissance, de décroissance, de post-croissance, mais ceux-là on les entend jamais. Non. Donc on entend Piketty, mais Piketty il est encore dans une autre démarche, je pense. Alors Piketty, Thomas Piketty, lui, représente déjà une révolution en termes de ce qu'il a apporté sur la problématique des inégalités, et d'essayer de montrer que lui, il a débunké en fait cette théorie du ruissellement qui est l'un des piliers vraiment du récit capitaliste et néolibéral, de se dire que si les riches s'enrichissent, ça finira par ruisseler dans les poches des pauvres. Donc Thomas Piketty, lui, il est arrivé avec tous ses collègues, hein, il a montré dans les données en fait ça fonctionne pas. De la même manière que les économistes écologiques ont montré que la croissance verte ne fonctionnait pas. Donc moi j'aimerais bien sur le long terme qu'on écoute un peu plus les scientifiques, et moi c'est ça, je suis choqué parce qu'à chaque fois on m'invite et tout à la radio, à la télé, des trucs, et je débat des économistes qui ne font pas de recherche sur le sujet. Ou quand je vais dans des écoles de commerce ou des départements d'économie, ils choisissent à chaque fois un professeur d'économie pour venir m'opposer. Et je trouve ça marrant parce que je me dis, s'ils l'ont choisi, ça doit être un petit peu leur champion, quoi. Genre le spécialiste, tu vois, de l'environnement. Mais à chaque fois, les gens, c'est pas des gens sérieux. Ils publient pas de recherche sur le truc, sur le sujet. Ils connaissent pas la littérature sur le découplage. Et donc, je me dis,
oui, on a un grand manque de diversité en sciences économiques et ça va nous handicaper de fou parce que de la même manière que si t'es peintre et tu te dis ah bah trop bien, là je vais me lancer dans un nouveau tableau et on te donne juste du gris comme couleur, bah t'es quand même un petit peu limité, alors que si Paris, déjà on partait avec beaucoup plus de couleurs, donc au moins c'est 7 écoles de pensée, plus des approches interdisciplinaires, l'économie comportementale, la sociologie économique, l'anthropologie économique, toutes ces choses-là, la philosophie autour de l'argent, du travail. Si on venait mieux intégrer ça, je pense qu'on aurait une boîte à outils beaucoup plus large. Qu'est-ce que tu penses du modèle de Kate Raworth ? Tu vois ce modèle, la donut economy ? L'économie du donut de Kate Raworth, moi je trouve ça très très bien. Donc c'est un modèle qui est sorti en 2012 où Kate, une économiste britannique, elle a eu une idée de génie, de se dire bah tiens, on va partir des limites planétaires qui avaient été développées en 2009 et de se dire bah tiens, on va y intégrer un cercle à l'intérieur qui représente en fait des minima sociaux et de se dire l'objectif du développement au XXIe siècle, c'est de rester dans cette espèce de petit corridor au-dessus des minima sociaux sans même dépasser les maxima écologiques. Donc très très bien. En plus Kate, qui est vraiment l'une des autrices les plus talentueuses en économie aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous avez je recommande grandement ses livres, surtout en langue originale parce que c'est vraiment de la bombe. Enfin son livre. Moi je l'ai trouvé un petit peu timide pour ceux qui connaissent un petit peu ses travaux parce qu'il y a un dernier chapitre de son livre sur le donut de 2017 qui appelle à être agnostique à la croissance. En gros, l'argument de Kate, c'est de se dire il faut faire ce qu'on a à faire. Ça peut être par exemple sortir des énergies fossiles, se débarrasser des grosses voitures, fermer des aéroports, enfin arrêter de manger de la viande. Il faut faire ce qu'on doit faire pour la transition écologique et pour maintenir la qualité de vie, redistribuer. Si ça fait augmenter le PIB ou si ça le fait baisser, on s'en fiche. Le PIB est un indicateur créé par des économistes il y a 100 ans, ultra abstrait, on s'en fout. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur le PIB parce que c'est un indicateur après coup, quand on mesure le PIB en France, enfin ça prend presque 1 an à se stabiliser pour le PIB par exemple de 2023, on l'aura fin 2024. Donc c'est quelque chose déjà qu'on a après coup, donc ça peut pas être un objectif de politique économique. Mais ce que mes recherches m'ont montré en fait, c'est que le PIB, il garde quand même une assez bonne corrélation avec l'utilisation des ressources. Le PIB, c'est un indicateur d'agitation monétaire. Et quand on s'agite monétairement, c'est-à-dire qu'on achète et on vend plus de trucs, et on utilise plus d'énergie et de matériaux. La relation entre les deux, elle va varier sur le temps en fonction des pays, bien sûr, parce qu'il y a des changements qualitatifs de ce que produit une économie. Mais j'ai du mal à imaginer une économie où le PIB soit plus important, c'est-à-dire où il y ait plus d'agitation qui utilise moins d'énergie et de ressources. Ça, c'est jamais arrivé, vraiment, dans aucune économie. Jamais. Donc, je me dis, ça devrait être quand même un indicateur où on devrait garder être assez prudent, de la même manière que si tu dis à ton médecin ok, moi je vais faire un régime, je vais arrêter de boire du coca, fini McDo, je vais faire du sport tous les jours, je vais boire plus d'eau, ok, et les kilos je m'en fous, tu vois. Si je prends 20 kilos, non, ton médecin il va te dire écoute, t'es gentil, mais le but de ton régime là, c'est que tu es en situation de surpoids. Oui. Et donc, faut quand même que tu perdes, t'as des kilos à perdre, tu fais ce que tu veux. Moi, donc, je pense qu'on a énormément de changements à faire, mais à la fin de cette transition, il faut être certain que notre empreinte écologique totale, elle soit plus basse qu'aujourd'hui. Parce que sinon, on resterait en surchauffe écologique. Donc, quoi qu'on construise, une piste cyclable, des logements partagés, tout ce que tu veux, en fait, il va falloir compenser par la libération de ressources naturelles d'autres secteurs qui vont devoir décroître. Je lisais hier un article qui disait que les crises écologiques sont en train de générer de l'argent pour les fonds d'investissement. Non, c'est terrible, mais parce qu'en fait, du coup, ils investissent dans la reconstruction, les fonds d'investissement. Et forcément, comme il y a plein d'habitats qui sont détruits, que ce soit au Maroc, là, en ce moment, en Libye, etc., du coup, ils se génèrent. Enfin, c'est fou, mais en fait, l'économie se nourrit aussi. Cette version de l'économie se nourrit aussi de la catastrophe. Tu vois et je me dis, mais tout ce que tu racontes, Timothée, c'est hyper intéressant, etc. Et tu dis, mais en fait, on est tellement dans un système qui est intriqué, en fait, que je vois pas comment on en sort. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu dis, ok, mais par quel bout je le prends? Parce qu'en fait, je pense que dans le principe, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont hyper d'accord. Mais en fait, c'est un modèle qui est, tu vois, on a l'impression d'être enfermé à l'intérieur, en fait. Ouais,
Moi, j'ai toujours voulu faire un escape game du capitalisme. Il faut le voir comme ça. Oui, on est coincé à l'intérieur et on a du mal à imaginer à la fois ce qui est à l'extérieur. Ça, c'est le sujet de mon prochain livre. Donc, d'essayer de montrer à quoi ressemblerait une économie post-capitaliste qui ne serait pas basée sur la croissance, le matérialisme, le consumérisme. Et on a du mal à imaginer aussi la façon de s'en sortir. On commence par faire quoi aujourd'hui et comment est-ce que tout va s'enchaîner pour qu'on puisse en fait sortir de cet escape game pour aller vers un autre système. Alors, une façon de penser à ça, moi, que je trouve assez utile, c'est de se dire que les systèmes économiques n'existent pas de manière pure et parfaite. C'est-à-dire le capitalisme, même aujourd'hui, si on se dit, bah voilà, en France, on a quoi comme système économique ? Bon, on pourrait dire qu'en général, on a une forme de capitalisme, mais ce système économique, c'est pas le même, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, que c'est pas le même si tu vas dans les entreprises du CAC 40 que dans des petites coopératives locales de l'économie sociale et solidaire. Là, tu as deux systèmes économiques complètement différents, deux espèces. Tu as un chat et un phoque. Tu vois, c'est vraiment deux trucs différents. Donc, ça devrait être assez rassurant de se dire que, en fait, le système, nous avons déjà des alternatives qui sont prêtes à remplacer, en fait, ces choses que l'on veut arrêter de faire. Donc moi, dans mon livre, j'ai développé l'argument que l'entreprise à but lucratif, en fait, était une relique du passé. C'est très bien dans une économie en croissance de dire aux entreprises, ok, faites-vous compétition sur la lucrativité et on a une espèce de lutte darwinienne pour ceux qui arrivent à dégager le plus d'argent de leur activité. Aujourd'hui, on se dit, bon, si on veut une économie du bien-être qui soit soutenable écologiquement, c'est pas le plus malin. Et donc, quel modèle d'entreprise ? Bah là, on va regarder, par exemple, les modèles des SCOP, des SIC, des coopératives à lucrativité limitée ou à but non lucratif, qui sont beaucoup plus adaptés. Et ça, c'est les entreprises du futur. Donc là, on pourrait tout simplement transformer toutes nos grandes entreprises et toutes les entreprises qui ont encore une forte dépendance, on va dire, à cet objectif de lucrativité. On pourrait les transformer en entreprises à lucrativité limitée. Donc moi, ça me paraît déjà être un bel objectif intermédiaire de se dire, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire constitue une minorité des comportements économiques en France, une minorité grandissante, mais c'est une minorité. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà inverser ? Faire en sorte que les règles de l'économie sociale et solidaire soient le système majoritaire en France. Et on aura encore des poches de capitalisme sur les marchés financiers, des entreprises industrielles qui refuseraient un petit peu cette transition, pas de souci, ça prendra du temps, mais de se dire en fait que c'est pas de la science-fiction, on n'a pas besoin d'inventer des trucs dont on n'a jamais entendu parler, qu'il va falloir aller chercher dans des romans. Et pareil sur le chemin à suivre, il y a énormément d'entreprises qui ont fait des transitions déjà, il y a énormément de villes. Quand je regarde par exemple des villes qui, je sais pas, ont à un moment donné privatisé la gestion de l'eau. Dans une optique néolibérale où les entreprises à but lucratif disaient laissez-nous la gestion de l'eau, on fera baisser les prix, on augmentera la qualité. Trop bien, génial la promesse, qualité baisse, prix augmente. Donc des villes qui décident, bon, on reprend la gestion de l'eau et on décide nous-mêmes de manière démocratique des prix. Et donc on voit certaines villes en France qui ont par exemple, qui ont ce qu'on appelle des taxes progressives sur la consommation, donc des tarifs progressifs. Tu as les premiers mètres cubes d'eau qui sont gratuits. Ça, c'est un petit peu le minimum social du donut. C'est-à-dire chacun devrait avoir un accès gratuit à des mètres cubes d'eau, c'est la gratuité socialisée. Et après, si tu dépasses le seuil de la gratuité, tu payes un petit peu, tu dépasses un seuil, tu payes plus, et après, tu payes beaucoup plus quand tu dépasses le seuil de l'inessentiel et que tu commences à surutiliser le niveau d'eau. Donc là, on voit ça aussi, ça existe dans des villes, il me semble bien, à Montpellier, même dans des grandes villes, on a aussi des centaines de villes qui sont passées à la gratuité socialisée des transports locaux. Donc, moi, de faire refléter un petit peu la diversité des alternatives aujourd'hui, ça permet de montrer qu'en fait, tout est là. Tout est là. Il ne manque que justement notre capacité à reprendre un certain pouvoir qui est aujourd'hui, je pense, capturé par une minorité possédante d'acteurs, que ce soit des entreprises ou des individus, qui, eux, n'ont aucun intérêt à en fait changer le statut de leur entreprise à but lucratif parce que c'est une manière de s'enrichir. Mais est-ce que, enfin, pareil, je fais l'avocat du diable, mais parce que je pense que c'est les questions que les gens se posent en même temps. En tout cas, moi, c'est les questions que je me pose. Mais est-ce que c'est pas la nature humaine de vouloir posséder plus que les autres ? Et il y a, alors ce qu'on n'a pas par rapport à avant, c'est ça. Enfin, si, t'as une reconnaissance sociale à posséder plus que l'autre. Et donc, ça a toujours été dans l'espèce humaine ce truc de vouloir posséder plus.
Et par conséquent, si tu es uniquement dans l'économie sociale et solidaire, d'où vient ta reconnaissance sociale, en fait? Et comment tu luttes contre ce besoin, entre guillemets, naturel d'avoir de la reconnaissance sociale? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, moi, je pense pas que ça soit dans la nature humaine de vouloir toujours avoir plus. De la même manière que, est-ce qu'on veut toujours avoir plus que nos enfants? La plupart du temps, on pourrait dire c'est le contraire. On veut que nos enfants aient plus que nous. Donc là, on voit déjà très simplement, dans la vie de tous les jours, on a une théorie qui vient contrecarrer. Donc c'est pas dans la nature humaine, c'est dans la nature sociale. Et donc c'est-à-dire que dans certains contextes, on a tendance à être plus compétitif et la course au prestige de prendre différentes formes. Donc cette course au prestige, je sais pas, par exemple, nous les universitaires, on a une course au prestige où faut publier beaucoup d'articles. Bien sûr. Tu vois, dans certaines revues. Dans certaines revues. Ou publier des livres un peu stylés. Tu vois, des trucs. Moi, si mes collègues, tu vois, j'arrive et je me gare en Lamborghini devant l'université et je sors avec une Rolex et une hyène en laisse, ils vont se dire, tu vois, c'est qui ce bolos, quoi. Non, mais vraiment. Genre, ça sera le contraire du prestige. Ils vont se dire, ce mec est une blague. Alors que j'imagine dans le milieu du rap ou quoi, si tu fais ça, là, les gens vont dire, putain, je te respecte, mec, t'as réussi. Donc là, on voit aussi que dans différents contextes sociaux, eh ben, le prestige n'est pas alimenté par les mêmes standards. Et on peut très bien imaginer une société où on est une compétition pour le prestige, parce que je pense qu'on ne l'évitera jamais, dans le sens où les humains veulent être aimés par ceux qu'ils aiment, hein. Nous sommes des animaux sociaux, mais je pense pas que ces relations sociales, en fait, doivent forcément prendre la forme d'argent, de voitures, de trucs comme ça. Et même d'ailleurs, quand on regarde sur les études sociologiques et psychologiques de ce qui fait le bonheur des gens sur le très long terme, c'est pas conduire une Lamborghini, avoir une hyène en laisse. C'est avoir une famille, habiter à un endroit où tu te sens heureux, reconnaître tes voisins, avoir assez de temps pour faire les choses que tu as envie de faire, des trucs tout simples, en fait. Quand on regarde un petit peu ces choses-là, c'est des objectifs ultimes qui ne sont pas liés forcément à être heureux en amour, c'est pas lié forcément à une quantité d'argent ou à une quantité de possessions matérielles. Dans certains contextes, être heureux en amour va te demander un certain investissement matériel en termes d'argent, mais ça, encore, le contexte peut changer. Et donc, moi, je vois pas en quoi... Justement, quand on pense aux règles de la nature humaine, genre quand tu penses à ta journée de tous les jours, genre la plupart des gens, on passe la majorité de notre temps avec des gens qu'on aime bien. Nos amis, notre famille. Et avec eux, on se comporte de manière généreuse, désintéressée, altruiste. On donne, on éduque nos enfants gratuitement. T'imagines, les économistes, nous, ça nous choque, on éduque nos enfants gratuitement. T'imagines ? Moi, c'est bizarre. Si tu regardes un petit peu le modèle des écoles de commerce où tu te fais éduquer pour, je sais pas, 100 000 balles pour un master, je sais pas, moi, ma fille, quand elle a 18 ans, elle va me devoir 1 million. Attends, c'est pas le communisme ici. Donc là, on voit déjà que la grande partie des relations humaines, même aujourd'hui dans une économie capitaliste, ça reste des relations complexes de dons, de réciprocité avec les amis, où les incitations, ce qu'on appelle les incitations sociales et morales, sont plus importantes que les incitations financières. Je te donne un exemple. Si, au milieu de la nuit, ton meilleur pote t'appelle, te dit « Ah putain, mon appart a brûlé, est-ce que j'ai perdu ma carte bleue, machin, est-ce que tu peux m'héberger ?» Tu vas pas dire « Bon, mec, c'est chaud. Par contre, si t'as de l'argent, ouais, y a pas de souci. » Comme ferait un hôtel qui te vend un bien marchand. Là, on voit que l'incitation sociale, morale, l'amour de ton pote, oui, bien sûr, je te dépanne. Bien sûr. Donc là, il faut se poser la question sur à quel moment et comment est-ce qu'on crée un contexte qui fait qu'on va supprimer le mode de navigation par défaut des êtres humains, qui est un mode par le don. Et là, je finis par juste citer David Graeber, qui est l'un vraiment de mes anthropologues britanniques préférés, qui est mort il y a pas longtemps malheureusement, et qui avait écrit un très joli livre sur l'histoire de la dette et de l'argent. Et lui, il disait, en fait, notre première expérience en tant qu'humain, c'est l'expérience du don. Parce que quand on est, t'as un petit bébé, t'as ces personnes, t'as tes parents, genre qui vont te donner à manger, qui vont te protéger.
T'as cette société, machin, les médecins qui vont te sortir, les trucs pas de soucis, jusqu'à ce que t'aies, je sais pas, plusieurs années. Donc en fait, nous ne sommes pas nés dans l'échange marchand, ou avec une petite dotation et en tant que bébé, voilà, je peux payer mes parents pour m'occuper de moi. Ça serait terrifiant. Nous sommes nés dans le don et nous apprenons, quand tu deviens enfant ou quoi, l'existence de la monnaie. On est socialisé en fait dans les règles un petit peu de l'économie. Donc, il faut pas se dire que les règles de l'économie deviennent la nature humaine. Non, il y a une nature humaine et les règles de l'économie, de la même manière que l'économie est encastrée dans l'écologie, et la réalité économique et ses comportements est encastrée dans une nature humaine qui est beaucoup plus large. Et ça me fait penser, je te posais la question avec une histoire en tête autour des chasseurs, pas chasseurs-cueilleurs, je repars pas aussi loin, mais quand on n'avait pas de frigo, quoi, en gros, et qu'on pouvait pas garder la nourriture, il y avait des très bons chasseurs, et ils tuaient plus d'animaux que les autres. Et du coup, il n'y avait pas de frigo, donc ils se retrouvaient avec trop d'animaux. Donc, qu'est-ce que t'en fais? Enfin, tu vas pas les jeter en te disant, tant pis pour les autres, ou tu vas pas leur vendre, tu le donnes aux autres, parce qu'il n'y avait pas de monnaie à l'époque. Et en les donnant, t'as de la reconnaissance sociale. Parce qu'en fait, il y a quand même ce truc derrière. Et je me dis, est-ce que le problème est pas lié... Alors, c'est un problème et une solution aussi, parce que le fait qu'on puisse stocker de la nourriture, ça nous a permis d'améliorer l'espérance de vie, etc., etc. Ça a aussi généré énormément de gaspillage alimentaire. Voilà, c'est un peu les deux, évidemment. Mais est-ce que le problème, c'est pas aussi le fait qu'on puisse garder de manière virtuelle quand il s'agit d'argent, parce qu'en fait, l'argent, c'est des chiffres sur un ordinateur, mais en fait, il n'y a absolument aucune réalité derrière. Ou de garder, tu vois, des choses de manière générale. Quand tu as une grande maison, tu peux garder plein de trucs à l'intérieur. Est-ce que le problème, il n'est pas dans le fait de pouvoir conserver, alors sans remonter jusqu'à l'histoire de l'agriculture et donc du coup de la sédentarité, mais sans remonter jusque-là, est-ce que le problème, il n'est pas lié vraiment dans cette histoire de pouvoir conserver les choses et donc de pouvoir faire le malin en disant que t'en as plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire ou... Ok, alors j'adore cette question. Je suis parti super loin, mais... Non, mais j'adore cette question. Je l'ai jamais eue. Donc là, ça va me permettre d'amener un concept dont j'ai jamais parlé, mais qui est un concept très important dans la littérature sur la décroissance, qui est un concept anthropologique qui s'appelle la dépense, qui vient d'un livre de Georges Bataille. Et Georges Bataille, lui, donc il étudiait ces communautés qui n'avaient pas de frigo. Et qu'est-ce qui se passait quand tu avais un surplus qui se formait? Donc typique, tu vas à la chasse, tu vas à la pêche, et là, il y en a plus. Et en fait, il s'est rendu compte que ces sociétés, pour éviter la question un petit peu épineuse de se dire, qui va garder le surplus, et pour éviter surtout que ça se transforme en inégalité, et en fait, ils faisaient une grosse fête et ils bouffaient tout, quoi, ensemble. Et c'est ça, la dépense, c'est ce processus de dilapidation d'un surplus. Et donc, Georges Bataille, si on utilise un petit peu ce concept, on peut voir que différentes sociétés ont des protocoles de dépenses différents. Donc par exemple, il y a des sociétés qui dilapidaient leur surplus pour faire des pyramides, ou des cathédrales, ou des sacrifices de ouf, ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, nous, en fait, on a un mode de dépense qui a été individualisé et qui a été aussi stratifié. C'est-à-dire qu'on dilapide notre surplus dans des modes de vie extravagants des 10% les plus riches, en gros. Ils vont avoir une hyène dans sa Lamborghini. Exactement. Quoi. Donc, la hyène, la Lamborghini, le yacht, les vols en avion tous les week-ends. Donc c'est notre mode de dépense à nous aujourd'hui. Ça nous permet quand même de se poser la question, oui, ce mode de dépense, il a des conséquences en fait sociales qui sont délétères. Enfin, ça, on s'en rend compte. Il y a maintenant une richesse des sciences sociales sur les conséquences politiques, culturelles, sociales, spirituelles des inégalités économiques. Donc ça, je pense que c'est assez consensuel. Il y a très peu d'économistes qui te défendraient comme ça de dire oui, non, c'est trop bien. On adore les inégalités. Donc si on admet qu'il faudrait les réduire, oui, est-ce que la dépense collective, et là c'est pour ça que c'est une belle façon de redorer un petit peu le blason des services publics, et on peut parler par exemple du Vélib. Alors moi j'ai pris le Vélib pour venir ce matin, enfin j'ai pris un Vélib après en avoir essayé 5, ça ne m'étonne pas, j'ai lu le rapport d'activité de Vélib de cette année, si je me souviens bien, c'est 73% des Vélib sont impropres à la conduite. Oh, donc wow. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui a été sous-investi, sous-alimenté. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un truc qui marche pas de ouf. Mais on pourrait aussi se dire que les Vélib, là, ça serait la priorité numéro 1. On se dit c'est la transition écologique. On veut vraiment qu'à chaque fois que quelqu'un se pose la question, je bouge dans Paris, premier réflexe, ça soit le vélo. Et donc, t'as des Vélib en or.
avec des petits canapés en velours dessus, musique, haute qualité. Tu peux mettre ton téléphone vraiment. Tu mets ton téléphone, t'as même des petits bonbons, une petite bouteille d'eau, je sais pas. T'imagines, mais vraiment genre le luxe du Vélib de ouf. Ça reste un service public, c'est gratuit. Donc les coûts de ce système est socialisé, donc c'est une dépense collective. Et donc aujourd'hui, on pourrait imaginer, oui, qu'au lieu de dilapider le surplus de manière privée, individualisée, on viendrait le dilapider dans des services publics qui, on le sait aussi, mécaniquement viennent réduire les inégalités. Donc là, toutes ces transitions dont on a parlé, par exemple la gratuité des transports locaux, bah, ça fait partie d'un shift où on vient changer un petit peu le curseur, de dire on va faire moins de dépenses privées, donc peut-être, je sais pas, on va financer la gratuité socialisée des transports locaux par une réforme fiscale où on va venir taxer un petit peu ceux qui se retrouvent avec une certaine richesse économique pour socialiser cette richesse. Et moi, j'ai l'impression, alors là, quand on dit ça, les gens disent oui, c'est le communisme, c'est le socialisme. Ça, et puis surtout, ils vont te dire, mais la France, on est déjà au top du hip-hop du sujet, quoi, en fait. Ben, oui, et en quoi est-ce que ça serait un problème ? C'est ça que à chaque fois, les gens disent oui, mais regardez, on est déjà au top des prélèvements obligatoires. C'est marrant parce que quand on parle d'innovation, les marques, je sais pas, Apple va toujours s'envoyer des fleurs comme quoi ils ont inventé un truc que personne n'a inventé. Alors qu'un pays ou une commune, dès qu'elle fait un truc nouveau, là, pareil, il faut forcément que tous les pays l'aient fait avant. C'est ultra paradoxal, non ? Là, on admet qu'il faut inventer un nouveau système économique. Et si, je sais pas, Paris décidait, bah voilà, nous, on a créé un système de Vélib, mais vraiment le futur, quoi. La science-fiction, ça a jamais été fait ailleurs. C'est des Vélib, mais tellement bien. Vraiment, on sait... Et bah oui, bah ça serait une forme, en fait, d'innovation, de révolution. Et peut-être que beaucoup de pays s'en inspiraient et feraient la même chose. Et après, ça deviendrait la norme. C'est un peu le cas avec le Vélib, d'ailleurs. Le Vélib, c'est né si je me trompe pas trop, c'est né en France, non ? Le principe de vélo partagé comme ça. Je sais pas. Il me semble que oui. Ouais. Hein. Et du coup, ça a été. Enfin, je suis pas certain. Je suis en train de dire un truc. Il n'y a pas de fact-check parce qu'on n'est pas en live, donc j'en sais rien. Mais il me semble. Je sais qu'on a inventé la fête de la musique, mais il me semble qu'on a aussi inventé le Vélib de mémoire, mais j'en sais rien. Le principe, en tout cas. Peut-être qu'on l'a inventé. Juste une petite note sur les inégalités, de se dire en fait, les inégalités, c'est pas une. C'est plutôt l'ordre de grandeur des inégalités. Donc, par exemple, là, quand il y a des gens qui proposent d'instaurer un salaire maximum à 4 fois le SMIC, il y a quand même une gradation qui te permet d'avoir des variations de salaire en fonction de l'expérience, en fonction des compétences, en fonction de la performance, il n'y a pas de souci. Donc là, on garde, en fait, ce qu'on avait, la course au prestige, et de se dire, ah bah putain, moi j'aimerais bien avoir ce boulot parce que c'est mieux payé. Si on a envie de garder ça, on le garde. Mais en fait, on annule sur les côtés les grands extrêmes. Le premier extrême, c'est la richesse extrême, de se dire bon voilà des salaires mirobolants, et l'autre extrême qu'on essaie d'annuler, bah, c'est la pauvreté extrême des gens qui ont un salaire qui est pas suffisant pour vivre décemment. Donc là aussi ça paraît peut-être un petit peu plus rassurant de se dire on n'a pas besoin de passer d'une société stratifiée à une société parfaitement égale, ce qui n'a jamais existé et n'existera jamais, mais c'est juste de mettre des garde-fous pour se dire je suis désolé, une économie aujourd'hui où t'as des gens qui vivent dans la rue, qui peuvent pas se nourrir, qui n'ont pas accès à la santé et à l'éducation, dont les besoins sont chroniquement insatisfaits, c'est pas une économie qui marche. Surtout dans un des pays les plus riches au monde. C'est une insulte à la gouvernance économique. Et pareil, surtout dans un pays où il y a une classe de personnes dont la richesse est vraiment atteint des ordres de grandeur, ça montre vraiment qu'il y a un véritable problème de partage. C'est pas... Et là, c'est pas un argument politique, c'est je pense qu'un extraterrestre qui regardait de l'extérieur nous dirait la même chose. Il fait, écoutez les gars, oui, en France, vous n'avez pas de rareté au niveau de la nourriture. En France, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Juste, d'une certaine manière, vous avez des institutions, des comportements économiques qui font que vous venez exclure une partie de la population de l'accès à la nourriture. Alors, nous, on a essayé de comprendre pourquoi c'était le cas. On trouve ça un petit peu bête. Si vous voulez des solutions, on vous les propose. Mais c'est ça qui est aussi terrible, c'est que se dire que il n'y a rien qui justifie en fait que ça reste comme ça. C'est marrant parce qu'hier, j'enregistrais un journaliste sur la santé mentale des adolescents, et en particulier santé psychiatrique, donc des enfants qui sont dans des centres psychiatriques et qui disent « mais en fait, c'est pas nous qui sommes malades, c'est vous qui êtes malades. Si vous êtes capable de marcher à côté d'un SDF
pour retrouver un pote en souriant, boire des verres, pour lui raconter tes vacances aux Bahamas, c'est pas moi qui suis malade, c'est vous qui avez un problème en fait. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, ce retournement tu vois, de réflexion en disant, mais attends, mais parce que tu vois, peut-être qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui font, ok, il est sympa Timothée, mais sérieusement, enfin, c'est pas du tout réaliste ce truc. Je suis d'accord sur le principe, bien sûr, mais la réalité, elle est quand même, c'est pas réaliste en fait. Et d'un autre côté, t'as ces enfants qui te disent, adolescents, qui te disent, mais vous êtes tous lobotomisés en fait, vous faites des compromis pour vivre dans cette société qui sont des compromis de ouf, quoi, qui sont pas du tout logiques. Et je serais curieux d'avoir toi ton point de vue, de dire, bah, est-ce que tu es hors de la réalité? Enfin, ou qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te disent, mais t'es hors de la réalité, un petit peu comme Pouyanné, notre ami Patrick. Qu'est-ce que tu leur dis, tu vois? Parce qu'il y a la réalité écologique, on en a parlé, donc les limites planétaires, etc., l'écosystème. Mais en fait, on est tous pris, tu vois, pour filer l'histoire de la vitesse. Tu parlais de la vitesse tout à l'heure, la vitesse limitée. On est tous pris, j'ai l'impression, enfin moi c'est la manière dont je le ressens, on est tous pris dans une sorte de voiture lancée à pleine vitesse dans une route de montagne et personne ne sait où est le frein en fait. Enfin c'est comme ça que je le vois. Et sans doute il y a certains économistes comme toi qui voient où est le frein, mais pourtant c'est bizarre, t'arrives pas à l'atteindre en fait. Enfin je sais pas, c'est hyper chelou quelque part. Ouais, alors moi c'est vraiment quelque chose quand je donnais des cours d'introduction à l'économie, et on faisait pareil des petites excursions, et quand on travaillait sur la pauvreté, oui, on travaillait beaucoup sur, en Suède il y a toujours comme ici des gens qui font la manche, voilà, devant les supermarchés, et donc on est confronté à ça tous les jours. À chaque fois qu'on va au supermarché, on va acheter de la nourriture et on passe devant cette personne sans lui donner l'argent. Qui est en plus en Suède, bon, il y en a beaucoup moins que dans d'autres pays, donc tu te dis combien de temps ça prendrait vraiment, tu vois, si tu voulais sortir cette personne de la pauvreté, tu l'accueillerais chez toi quelques semaines, tu lui filerais des habits, tu l'aiderais à faire 2-3 procédures administratives, tu le connaîtrais à 2-3 de tes potes qui travaillent dans je sais pas quoi cette entreprise, fais voilà, donne-lui une première chance, ce serait réglé, tu vois. Hop, on n'en parle plus. Et vu qu'il y a une grande minorité en France de personnes, enfin en Suède, qui sont dans la pauvreté comparé aux personnes qui sont en dehors de la pauvreté, bon, voilà, s'il y en a 2-3 qui se sortent les mains juste pour les aider, on n'en parle plus. C'est réglé, on a éradiqué la pauvreté. Donc c'est un véritable mystère anthropologique que la pauvreté existe encore dans ces pays riches. Et c'est vrai qu'on a plein de récits qu'on se crée, des justifications. Donc par exemple, la classique, c'est de se dire, si je donne de l'argent à quelqu'un qui fait la manche, eh ben cette personne n'aura jamais une incitation à travailler, va vivre au crochet de la société. Donc on se crée ces récits qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas de validité scientifique. On l'a c'est vu. l'inverse en fait. Ouais. Voire c'est l'inverse. Hein. Il y a eu beaucoup d'expérimentations ces dernières années où on donne en fait un revenu de base à des personnes qui sont dans la pauvreté, donc gratuitement, et on regarde ce qu'ils font. Et la plupart, l'extrême grande majorité, et on pourrait imaginer, enfin pareil pour nous, ils restent pas sur leur canapé à regarder la télé. Bah non, qu'est-ce qu'on veut ? On est des êtres humains, on veut être aimé par ceux que l'on aime, et donc ils vont essayer de se trouver voilà, une activité professionnelle qu'ils aiment bien, ils vont commencer à faire des trucs avec leurs collègues, ils vont avoir du temps pour, je sais pas, être bénévole, aller dans des associations, enfin vivre comme tout le monde, quoi. Enfin donc c'est un petit peu bizarre qu'on ait ces récits simplificateurs, je pense qu'on utilise un petit peu comme excuse. Il y en a beaucoup sur la crise écologique, de se dire par exemple, ça sert à rien d'agir à mon échelle parce que ce sont les riches qui polluent. Ou ça sert à rien d'agir à l'échelle de la France parce que c'est la Chine qui pollue. Ou ça sert à rien d'agir ici parce que, voilà, si je prends une voiture électrique, les batteries, forcément, les enfants dans des mines de cobalt ou je sais pas quoi. Donc en fait, on est assez fort pour créer des récits qui nous protègent de tout changement, qui viennent un petit peu légitimer, nous dire en gros, oui, dans ce que je fais, il y a une raison. Je le fais pour une raison. Je suis un mec cohérent. Et on a du mal, en fait, à avoir l'esprit critique. C'est ça, l'esprit critique. L'esprit critique, c'est de venir mettre en péril la cohérence de la réalité. Et de se dire, waouh, ce truc que j'ai toujours pensé être vrai, l'est-il vraiment ? Et on revient à Socrate, en Grèce antique, qui posait les questions du pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait la manche ? Et ensuite, pourquoi ? Et quand on vient socratiser un petit peu nos comportements, pourquoi est-ce que j'achète une nouvelle paire de jeans ? Tu fais, ok, parce que je sais pas, j'ai eu envie de ça. Mais pourquoi j'ai eu envie de ça ? Je sais pas. Et pourquoi ? Et quand on fait un petit peu cette chaîne de pourquoi, je pense qu'on arrive à mieux comprendre et se dire, peut-être, cette paire de jeans que j'ai achetée, c'était parce que j'avais vu une pub
qui m'avait suggéré, en fait, qu'en achetant une paire de jeans, j'allais avoir plus de potes. Ou peut-être c'est parce que les publicités que j'ai vues avec une certaine définition des corps humains me font sentir complètement inadéquat et moche. Et donc, j'essaie de redorer un petit peu ma confiance en moi en achetant des trucs, ou peut-être je me fais marcher dessus au travail toute la journée par mon boss dans un boulot hiérarchique absolument infernal. Et donc, j'ai besoin de faire un truc le week-end, et donc je vais m'acheter, j'ai besoin de m'échapper, donc je me fais un week-end au Club Med, je sais pas quoi, pour vrai. Donc là, on voit en fait, quand on socratise, on vient faire vibrer la cohérence de la réalité qui perd de son grain, tu vois, c'est vraiment l'effet Matrix, hein, pilule bleue, pilule rouge, on commence à avoir des trucs qu'on ne voyait pas avant. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus quand même à se poser des questions là-dessus. Donc ça, c'est très bon signe. Il y en a qui choisissent la pilule bleue, qui disent, vous savez quoi, moi j'ai 50 balais, j'ai bien gagné ma vie, j'en ai rien à battre de votre transition écologique. Mais genre, vraiment rien à foutre, je vais continuer à me faire kiffer. Ces gens-là, je pense que ça reste une minorité. Et ben on s'en occupera comme on s'occupe de toutes les personnes qui refusent de jouer les jeux de la société. Est-ce que tu vois souvent des gens qui se baladent nus dans la rue ? Non, mais il y a une certaine règle informelle qui dit que quand tu sors dehors, tu mets des habits. Si tu ne respectes pas cette règle, il y a la police, je pense, qui va venir et qui va t'apporter un caleçon. Et ensuite, si tu ne comprends pas la règle, tu auras accès à un psychologue qui va t'aider peut-être à avoir une rééducation qui te permettra de reporter les caleçons. Et ben là, pareil, ces personnes, en fait, moi, j'en ai rien à foutre de la transition écologique, elles sont dans un déni de réalité qui va demander une certaine intervention parce que ces personnes engagent des comportements qui, de manière graduelle, deviennent de plus en plus criminels. Toxiques. Ouais, donc c'est quelque chose, je pense, moi ça ne m'étonnerait pas, de la même manière que si là, t'imagines, on disait, on va se faire un petit déj après, on va manger des sushis de bébé panda. Tu vois, un truc comme, là, peut-être on l'avait fait il y a 100 ans, on aurait fait, oh, du panda et tout, c'est trop bien, ça a le goût, oh, c'est un peu le goût du poulet et tout, tu vois, on aurait fait un commentaire, ça aurait choqué personne. Aujourd'hui, tu fais ça, les gens te regardent comme un criminel. Je pense que même si on fait ça, t'as WWF ou des agences, ou même le gouvernement, je pense que c'est peut-être illégal de manger du panda en France. Je sais pas. Donc, on a des règles. Donc là, en fait, on a toute une évolution du droit environnemental qui suit un petit peu cette sagesse, la sympathie du vivant, des choses comme ça, qui fait qu'il y a des nouvelles règles. Et donc, ces personnes qui, dans un esprit complètement individualiste, presque anarchiste, disent non mais balèque et tout, moi je fais mes propres règles ou quoi, c'est pas comme ça que ça marche la société. C'est pas comme ça que ça marche la société. Et donc, cette minorité qui aujourd'hui dilapide le surplus comme elle le veut, parce que pendant longtemps, en fait, on a rationné ce que tu pouvais faire en fonction de ton pouvoir d'achat. Et donc, quand tu étais très riche, c'était YOLO, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Aujourd'hui, je pense qu'elles vont se retrouver confrontées à des règles qui font que oui, même si t'es milliardaire, tu peux pas, je suis désolé, te balader à poil dans la rue. Et pareil, même si t'es milliardaire aujourd'hui, tu ne devrais pas pouvoir brûler des barils de pétrole qui devraient être réservés pour le développement des pays du Sud ou pour la reconstruction et l'adaptation au changement climatique. Tu vois, ça devrait être considéré illégal. Mais alors pourquoi ça change pas ? C'est ça qui est fou. En fait, ce que tu dis, ça fait du sens, tu vois, c'est plein de bon sens. Et en même temps, ce que je constate, c'est que ça bouge pas. Enfin, ça bouge un peu quand même. Non, ça bouge. Mais ça bouge pas à la vitesse et à la mesure de ce qu'on aura besoin que ça bouge, en fait. Moi, j'ai été ultra surpris parce que les idées là dont je parle, t'as des gens dans les années 70. Mais c'est ça. André Gortz, par exemple. Qui a un bon exemple, hein, qui développait des arguments comme ça, de manière limpide, claire, rigoureuse. Donc ça montre bien en fait qu'on a une capacité à l'inaction. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas penser aujourd'hui que parce que on voit des initiatives qui commencent à arriver, que ça va forcément dans la bonne direction. C'est-à-dire que nous pouvons très bien, là on pourrait faire ce podcast, faire l'épisode 2 dans 50 ans, où nous serions à l'équivalent proportionnel de l'il y a 50 ans, c'est-à-dire une situation où tout est pire en termes de dégradation environnementale, et on se posera la question, merde, tu te souviens, il y a 50 ans, en 2022, t'avais sorti Ralentir au pire l'économie de la décroissance, et tu pensais que ça allait fonctionner, mais qu'est-ce qui a merdé ? De la même manière que Dennis Meadows, celui qui a publié Alta la croissance, et aujourd'hui, voilà, lui, il explique, nous on pensait qu'on avait réussi. Enfin, c'était 50 ans après. C'est 50 ans après. Donc là, en fait, il faut toujours qu'on se mette la pression pour se dire
comment est-ce qu'on fait pour ne pas répéter l'erreur des 50 dernières années? Nous n'avons pas écouté sérieusement ces gens dans les années 70, et Halte à la croissance, c'est des millions de copies traduites dans tous les pays du monde, hein, donc c'est pas un petit document comme ça, c'était quand même C'est pas confidentiel. Hein. Un choc majeur, tout le monde savait. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas répéter ça dans un contexte aussi où là, on n'a pas 50 ans? On n'a pas... là, ça aurait été génial. On n'a pas la marge de manœuvre d'avoir 50 ans pour faire transition. On parle de quelques années. En fait, c'est passionnant parce que tu te dis, mais... En fait, c'est passionnant et en même temps extrêmement flippant. C'est un peu ça le problème. C'est que on voit bien que les écosystèmes, et là on le voit de plus en plus, même si étrangement il y a de plus en plus de climato-sceptiques. J'ai vu cette stat la semaine dernière, j'étais un peu surpris, ou comme hier, et de manière assez générale, j'entends de plus en plus de discussions ouvertement racistes aux terrasses de café à Paris, ce qui me choque parce que j'ai pas trop cette habitude encore, et je me rends compte que ça devient normal, l'antisémitisme, le racisme, l'antisocial. Et en fait, c'est normatisé. Et donc, ce qui est étrange dans ce que tu dis, c'est que la réaction de beaucoup de gens en France, mais je pense que c'est quand même un gros ras-le-bol par rapport au gouvernement classique, c'est d'aller vers l'extrême droite, qui est évidemment pas la réponse, ni sociale, ni environnementale, à aucun niveau. Mais pourtant, c'est le choix qu'ils sont en train de faire. Je sais pas si ça te fait réagir, ça. Alors, moi, ça m'effraie beaucoup. C'est vrai, quand tu fais face à une crise qui est complexe, avec des chaînes de responsabilité qui sont complexes à comprendre et des sources de problèmes qui sont interliées, économiques, culturelles, écologiques, quand t'as quelqu'un qui te dit « C'est lui, le coupable, pendez-le !» c'est vrai que ça simplifie le truc, quoi. C'est sûr. Donc, toute tentative un petit peu de réduire la responsabilité à une catégorie de genre, de race, même on pourrait dire, si on avait de dire oui, c'est que les riches, tu vois, ça c'est ce que j'étais en train de penser, un argument pareil, pendez les riches. Là, on viendrait en fait sursimplifier un problème, et on viendrait surtout exclure, au lieu de se dire nous faisons société ensemble et nous devons, dans un phénomène d'autonomie collective, nous auto-limiter, décider de nos propres règles pour arriver à vivre bien sans dépasser les limites planétaires. Donc là, tu vois, c'est un défi. C'est pareil, t'habites dans une coloc avec tous tes potes, tu te rends compte que la cuisine, elle est dégueulasse. Au lieu de dire, ouais, c'est François, c'est ça, et elle est dégueulasse parce qu'il est belge. Non, on s'assoit, on résout le problème dans le contexte. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette espèce d'élan de démocratie. Et démocratie, pour qu'elle soit participative et délibérative, on a besoin d'une écoute, on a besoin d'une tolérance, on a besoin, encore une fois, de garder en suspension certains clichés qu'on a sur les autres. On en parlait un petit peu de cette cohérence de la réalité. Et parfois, on a des biais qui sont faux. La plupart du temps, on a des biais qui sont faux dans notre façon d'interagir. Et donc, aujourd'hui, si on doit prendre des grandes décisions collectives, ça nous demande une certaine patience. Et là, ce que tu décrivais, ça va au contraire de ça. En fait, là, on est perte de patience, montée en émotion très rapide, alors qu'on devrait faire le contraire. Tu vois, le concept, par exemple, de la Convention citoyenne pour le climat. Mmh. Sélection aléatoire de citoyennes, de citoyens, processus ouvert, transparent, collectif, qui n'a pas marché. On va pas en parler, mais dans l'idée, en fait, le protocole était très bien. On a besoin de ça à plein d'échelles, avec les gens qui constituent la société telle qu'elle existe aujourd'hui, de manière complètement indiscriminée. C'est-à-dire que ces personnes, on devrait vraiment avoir cet idéal du citoyen, de la citoyenne, qui n'est pas une catégorie économique. C'est-à-dire que, voilà, indépendamment de combien tu gagnes par mois ou de combien tu possèdes, quand on prend une décision collective de société sur est-ce qu'on peut se balader nu dehors ou quoi, nous redevenons des égaux. De la même manière, si tu es un homme ou une femme, ou si ta famille vient d'ici ou d'ailleurs, ou peu importe si tu habites à la ville ou à la campagne, ça n'a pas d'importance. On redevient un petit peu on a cette homogénéité, je ne vais pas pouvoir prononcer. Homogénéisation, non ? Homogénéisation. Ouais. En fait, on annule un petit peu nos différences
pour pouvoir avoir ce grand débat démocratique où en fait ça va pas être un truc débile du genre ouais mais tu dis ça parce que t'es un mec, oui tu dis ça toi parce que t'es belge, et oui toi tu dis ça parce que t'habites à la campagne. Bon, si on fait ça on arrive nulle part. Quand tu parlais des pauvres tout à l'heure, j'ai l'impression que en fait c'est le fondateur d'une startup pour le coup qui m'avait dit ça, qui s'appelle Alan, la startup. Il m'avait dit en fait c'est quand même fou, on prend les règles, on prend des décisions, on met des règles pour les gens qui vont gruger le système, alors qu'en fait les gens qui grugent le système ils existeront toujours, mais c'est 5% des gens, en fait 95% des gens. Parce que tu vois, quand je reprends l'exemple des pauvres ou du revenu universel ou de la cuisine et les salles, tu te dis oui, mais il y en a toujours un qui va pas bien nettoyer. Oui, peut-être, tu vois, c'est possible. Sur 10 colocs, il y en a peut-être un qui va pas nettoyer, c'est possible. Et il y en aura toujours un qui nettoiera moins que les autres ou qui a pas la même notion de la propreté. Mais de manière générale, quand même, bah, tu te rends compte que les gens, ils participent, en fait. Et on met en place des règles pour la minorité de gens qui potentiellement vont gruger le système, alors qu'en fait la majorité des gens ils sont pas là pour gruger le système. C'est assez étrange ce truc aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, on a tendance, je pense, à quand on définit un problème, on est plus embêté par certaines choses que par d'autres. Donc par exemple le fait que je sais pas, oui certaines personnes vont filouter, tu vois, dans les transports en commun. Oui. Ça, je sais pas, genre ça, c'est un truc, peut-être dans un certain contexte, tu vois, c'est marginal. Genre, c'est le dernier des problèmes d'un système de transport. Mais je sais pas pourquoi. On focus là-dessus. Alors qu'il y a d'autres injustices. Si, là, c'est un problème d'injustice, de dire c'est pas juste. Moi, j'ai payé mon ticket, toi, tu l'as pas payé. À l'intérieur des transports, il y a aussi une injustice liée au genre et aux agressions sexistes. C'est une injustice dans les systèmes de transport. Beaucoup plus fréquente, beaucoup plus importante, je pense, que voilà les personnes qui filoutent et qui payent pas leur ticket, ou à la fin de la journée, bon, on s'en fout un petit peu, tu vois, si ça met pas en péril le financement du système, mais on décide de dévouer toute notre puissance intellectuelle et un millefeuille de règles pour se concentrer sur la première injustice des personnes qui payent pas leur ticket plutôt que sur la deuxième. Alors moi, j'aime beaucoup l'expérience de ces villes donc qui sont passés à la gratuité socialisée des transports en commun, et il y en a où ils se sont rendus compte justement que ça coûtait plus cher de vendre des tickets que de ne pas en avoir, parce que quand tu vends des tickets, tu dois avoir des barrières, tu dois avoir les tickets, tu dois avoir des gens qui les vendent, tu dois avoir des contrôleurs, c'est tout un système. Des machines qu'il faut mettre à jour. C'est ça, alors que si tu te dis, bon, vous savez quoi, on enlève tout, c'est gratuit d'accès, et puis on ajuste un petit peu en fonction de la manière dont tu finances le truc, des taxes locaux, t'as un système qui fonctionne beaucoup mieux, où t'as supprimé un problème. C'est-à-dire que maintenant, t'es plus là à se dire est-ce qu'il a filouté, avec toutes les relations sociales qui vont avec. Imagine être contrôleur aujourd'hui. Horrible. À quel point ça doit être difficile. C'est-à-dire que ton métier, c'est de ne pas faire confiance aux gens. C'est d'être là. Enfin, je suis désolé, être contrôleur, c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, mais moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de me dire mon métier, c'est de me dire je vais prendre comme hypothèse que tu filoutes, et donc je dois vérifier que tu m'apportes la preuve pour que je puisse faire confiance que tu as le droit d'être dans ce transport en commun. Donc socialement, c'est quand même un peu rude, quoi, cette relation sociale quand t'as le contrôleur qui arrive, et les pauvres, donc ils se font détester, hein, c'est pas de leur faute, c'est un système. Alors que dans un transport, une mobilité socialisée, là on a cette relation de don. T'imagines, t'arrives dans un bus, tu es transporté gratuitement par quelqu'un. C'est pas complètement gratuit, on s'organise socialement. Mais t'as pas cette espèce d'arrogance de se dire je vais laisser mon chien chier dans la rue parce que je paye des impôts pour ça. Tu vois, ou de se dire putain, le métro il a 2 minutes de retard, mais vous êtes vraiment des bâtards et tout, j'ai payé, vous avez cru quoi? Alors que te dire non, on est dans un esprit de don. Je n'arrive pas à croire quand même, c'est génial. Il y a des gens qui travaillent toute la journée et toute la nuit pour faire en sorte que je puisse me déplacer où je veux, dans Paris ou ailleurs. C'est quand même un système fondamental. Donc là, on voit que ces petits changements, ils peuvent avoir des effets plus que proportionnels en termes de bénéfices de bien-être qui changent complètement toute la réalité d'une expérience de mobilité pour ceux qui y travaillent et les usagers. Je crois qu'on pourrait continuer pendant assez longtemps. Je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait vraiment continuer. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors moi je vais dire claquer la porte. Vas-y. Je vais dire claquer la porte parce que j'en ai marre d'aller à des événements où les gens en fait adorent l'innovation. Ils sont là, oui, il faut inventer des trucs. En fait, on n'a pas besoin de robots qui viennent sucer le plastique des océans ou de je ne sais. En fait, on a besoin plutôt, pas d'innovation, mais d'exnovation.
C'est-à-dire l'exnovation, c'est de faire sortir des technologies et des comportements qui existent aujourd'hui. Donc il faut fermer la porte aux énergies fossiles. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut fermer la porte aux grosses voitures, aux steaks et à toute la publicité qui nous incite à avoir des grosses voitures et des steaks. Donc on a besoin vraiment d'avoir ce moment avec des concepts de fermeture, de démantèlement, de décroissance, d'exnovation. On voit c'est des concepts de déconstruction. Se dire, ah ben tiens, comment est-ce qu'on arrive à supprimer l'existence de ce problème? C'est-à-dire à le réduire à une taille où ça ne devient plus un problème. S'il y a un tout petit peu d'énergie fossile, c'est pas grave. Si on atteint la neutralité carbone, ça va. Et donc, au lieu de se dire, on va essayer d'inventer des grosses solutions pour faire face à des gros problèmes, on va réduire la taille d'un problème pour qu'on puisse facilement y faire face, surtout dans un futur où on n'est pas sûr de développer des technologies. Donc le VLAN, moi, ça va être une fermeture de porte au capitalisme en général, au capitalisme fossile et à ce que certains appellent la société thermo-industrielle, qui est un mix d'extractivisme, d'industrialisme, de commercialisme, de tout ce qu'on veut avec. Mais ça, il va vraiment falloir qu'on admette de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle, celle de ce nouveau système économique. Et on en a discuté, on a vu qu'il y a beaucoup de choses de positifs pour y aller. Mais on ne peut pas rester dans l'entre-deux. C'est-à-dire que de se dire, oui, le système aujourd'hui, il fonctionne vachement bien. Il faut réussir à identifier qu'est-ce qui fonctionne vachement bien. Et je pense qu'aujourd'hui, le système il fonctionne vachement bien parce qu'on a toutes ces alternatives que si justement on arrivait à upscaler, on se retrouverait avec ce nouveau système qu'on pourrait qualifier de post-capitaliste. Parfait. Merci beaucoup, Timothée. Merci de m'avoir reçu un dimanche matin. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.